240, c'était parce que c'est des établissements construits donc il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 70, parce qu'il y avait 240 vieux, donc V240. Donc c'est pour ça que c'est pour vous dire que le mot personnes âgées, finalement, enfin, c'est pas un mot, c'est une expression. Personnes âgées. D'ailleurs, c'est devenu quasiment une formule, parce qu'on dit les personnes âgées, souvent. Tout à l'heure, Elisabeth a dit les personnes âgées, donc normalement on dit les personnes âgées, mais c'est devenu un mot en soi, avec deux mots, enfin, une formule. Et donc les personnes âgées, c'est peut-être depuis une trentaine d'années ou 50 ans maximum. Alors après, il y a eu les terminologies de troisième âge, qui ont donné après quatrième âge, parce qu'on s'est aperçu qu'entre le troisième et la vieillesse très importante, il fallait bien un stade supplémentaire, dans le troisième, quatrième âge, et les seniors. Il faut savoir que les termes troisième âge et les termes seniors ont été créés par les publicitaires. Voilà, c'était le créneau, c'était un peu la ménagère de plus de 50 ans, troisième âge, donc c'est des choses à vendre pour le troisième âge. Le loisir du troisième âge, etc. Donc là, voilà, donc l'évolution du vocabulaire est intéressante. Et les seniors, c'est également les publicitaires, mais c'est les publicitaires américains. C'est pour ça que normalement, on ne met pas d'accent aigu sur senior, parce que c'est un mot qui vient des États-Unis. Voilà. Donc on a cette question-là de retraite, et il y a donc des sociologues qui ont étudié ça de très près, qui continuent à le faire sans doute, et donc ils disaient qu'il y avait plusieurs injonctions pour les personnes âgées. C'est premièrement ne pas rester inactif, parce que quand on a 60 ans, finalement, dans la société, on est encore souvent à peu près en forme. Donc il ne faut pas rester inactif, quelqu'un qui ne ferait rien, c'est tout à fait insupportable. Voilà. Et puis, il faut finalement avoir des loisirs en se comportant quasiment comme des adultes. Voilà, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au restaurant. Voilà. Et donc il y a eu cette difficulté depuis la retraite à 60 ans, qui avait été décrétée d'ailleurs par M. Mitterrand, alors que lui-même en avait 62 ou 63, je crois, et qu'il a continué après encore. Donc cette retraite à 60 ans a créé une partie de population qui était finalement pas si âgée que ça, et donc ne pouvaient pas vraiment être considérés comme des vieux, et puis ils ne pouvaient plus être considérés comme des jeunes. Donc c'est une population intermédiaire qui, même sur le plan historique et sociologique, est intéressante parce que ça n'existait pas avant. Alors je ne sais pas si ça existera toujours après, sans doute, mais c'était nouveau. Donc il y avait un groupe de personnes, voilà, qui était sur le marché de la consommation, finalement, entre autres. Et donc ils ne faisaient pas que de la consommation, ils s'occupaient aussi des petits-enfants, ils ont le plaisir d'avoir une vie de famille peut-être plus intéressante, etc. Image suivante. Voilà, dans ce cadre-là, donc si on prend le survol historique des établissements d'accueil et de soins, donc ça c'est pour les personnes qui sont devenues dépendantes ou qui sont pauvres, parce que ça existait aussi. Et il y a eu souvent, donc il y a des gens qui ont écrit des articles, historiquement, la vieillesse a été très attachée à la pauvreté à un moment donné. Voilà, dans le passé en tout cas, surtout quand il n'y avait pas de retraite. Donc il y a eu les hôtels-dieux, on avait un à Bourges qui est magnifique, donc c'était réservé, donc c'était donc évidemment type religieux, on prenait à la fois soin du corps et de l'esprit, et c'était pour accueillir les miséreux de tout âge d'ailleurs, il y avait même des enfants qui étaient accueillis à l'hôtel-dieu de Bourges. Alors ensuite, vers le XVIIe siècle, donc il y a eu développement, 17e, 18e siècle, développement des hospices. On avait à Saint-Amand, Moron aussi, d'ailleurs.
Donc là, c'était l'accueil des vieux qui étaient démunis et qui ne pouvaient pas être pris en charge par la famille, peut-être qu'ils n'avaient pas de famille. Donc c'était un peu l'accueil. D'ailleurs, ils n'étaient pas forcément toujours dégradés physiquement ou malades. En tout cas, c'était l'hospice des vieux. Voilà. Après, il y a le développement des maisons de retraite. Et donc ça s'est développé dans la deuxième partie du XXe siècle, puisque c'est symboliquement, c'est où on est accueilli au moment de la retraite et où on peut payer sa présence avec une pension de retraite. Voilà, donc ça pendant longtemps, ça a été tout le monde a connu ça, les maisons de retraite. Alors vers les années 1980, les pouvoirs publics ont dit oui, mais c'est bien beau, mais il faut peut-être qu'il y ait un suivi médical un peu accentué. Donc c'était ce qu'on a appelé les maisons de retraite médicalisées, donc aux alentours des années 1980, avec un médecin coordonnateur attaché, qui ne soignait pas nécessairement les personnes, en tout cas pas toutes, mais qui coordonnait pour voir comment on pouvait bien prendre en charge les gens. Et donc dans les années 2000, je crois que c'est 2003 officiellement, ou 2, il y a la création de ce qu'on a appelé les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes, donc que tout le monde appelle maintenant des EHPAD, et où la médicalisation est devenue structurelle au fonctionnement, avec un souci particulier plus important pour l'hygiène, le suivi médical, la qualité des soins, la personnalisation des prises en charge. Bon, donc ça, on voit que, comme je vous disais tout à l'heure, la médicalisation de la vieillesse, alors là, c'est devenu, en tout cas dans les établissements d'accueil, structurellement important. Voilà, donc c'est là où on voit que la médecine, par rapport au sort des vieux, est devenue un élément central. Encore une fois, sur le plan historique, ce n'était pas évident au départ. La vieillesse, ce n'est pas uniquement des questions de santé. Hein, les psychologues, peut-être, pourront ajouter des choses là-dessus. Mais il y a une vie personnelle, il y a le désir, la liberté, tout ce qu'on veut, qui existe aussi. Il n'y a pas que le cœur, la tête et les jambes. Alors, on va passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Alors, au XXIe siècle, bon, voilà, parce qu'il fallait bien faire une petite réactualisation de ça. Alors ça, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, c'est une réflexion plus personnelle qu'historique, mais enfin, ça me semble quand même avoir une certaine réalité. Donc, alors surtout au niveau des maisons de retraite, jusqu'à présent, la santé des personnes âgées était confiée surtout aux médecins et aux soignants. Et quand on dit confier, il y a le mot confiance. Il y a une relation de confiance entre les médecins et les soignants. Mais depuis la canicule de 2003, ça a un peu changé quand même. Vous vous rappelez, tout le monde se rappelle des polémiques qu'il y avait eu, que le ministre de l'époque n'avait pas fait ce qu'il fallait pour protéger les personnes âgées. Et finalement, les pouvoirs publics, depuis cette époque-là, il me semble en tout cas, se sentent considérés comme les premiers responsables de la qualité des soins qu'on doit apporter aux personnes âgées, puisqu'ils ont été désignés à l'époque par je ne sais pas qui, un peu la société, comme responsables du drame relatif d'ailleurs de la canicule. Voilà, donc peut-être c'est depuis 2003 qu'il faut peut-être regarder, peut-être dans la discussion, ou peut-être c'est depuis cette époque-là où le pouvoir public se sent investi d'une mission qui est de protéger la santé des personnes âgées, alors que jusqu'à présent c'était plutôt la mission des soignants, et notamment des médecins et des infirmières et des aides-soignantes. Et donc depuis cette époque-là, donc les pouvoirs publics, donc qu'on connaît, les ARS et tout ça, donc quelquefois arrivent à nous donner des exigences contradictoires fréquemment, avec des directives de qualité des soins de plus en plus importants, hein, des contrôles qualité, des certifications, etc., etc. Et dans le même temps, la recherche incessante d'économie, c'est-à-dire de réduction de personnel si possible.
Voilà, alors il y a des limites à ça, mais c'est un peu cette difficulté qu'on n'a ressentie pas depuis la crise du Covid, mais avant, qu'on voyait bien qu'il y avait un malaise dans ce domaine. Et évidemment, la crise du Covid n'a fait que mettre en évidence cette difficulté, avec un manque de moyens, finalement, avec des pouvoirs publics qui sont quelquefois déconnectés des réalités locales. Bon, alors c'est peut-être discutable, mais enfin c'est en tout cas mon ressenti. Déconnectés des questions de liberté individuelle, on l'a bien vu avec les injonctions qu'on a vécues, dans les EHPAD notamment, où les personnes n'ont quasiment pas vu leur famille pendant presque un an, je sais pas. Donc c'était quand même très très douloureux et très difficile à vivre. Et voire même la question de la possibilité pour les personnes d'exercer leur liberté, comme tout citoyen peut le faire, d'avoir le choix de risque consenti, c'était quasiment interdit, et même d'accepter de mourir. Parce qu'il y a même des personnes qui disaient, écoutez, moi, à choisir, je préfère voir mes petits-enfants quelquefois, tant que je suis à peu près en forme, même si je dois mourir plus vite, plutôt que de ne pas les voir et mourir voilà, comme ça. Donc vous voyez qu'avec l'évolution que je vous ai présentée, donc on part de loin, mais finalement la période récente a quand même des particularités à noter. Et c'est intéressant de le mettre en perspective avec le passé, comme toujours. Donc j'avais mis dans mon titre passé-présent. Bon, je n'ai pas parlé du futur, peut-être qu'on en parlera après. Voilà, je vous remercie. Faire plus petite. Il faut une spécialiste. Ah bah oui, il faut une spécialiste. Il faut bien être deux pour assurer les gestes d'hygiène. Donc merci, docteur Albou, de cet exposé là, qui met en perspective finalement depuis bien longtemps l'image des personnes âgées. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement l'irruption du collectif et du collectif de plus en plus, je dirais, administratif finalement dans la vie des personnes âgées, et l'irruption du politique et de nos gouvernants dans la vie des personnes âgées. Je vois, enfin, on aura peut-être des questions, on pourra débattre tout à l'heure. Et donc, je le disais tout à l'heure, finalement, ce virus, il a contaminé les familles. Et donc, nous avons souhaité que des psychologues puissent nous parler de cette question. Et donc, je vais passer la parole à Céline Tartarin-Boissereau et Kaeli Grace-Raspail, tous les deux psychologues, qui vont nous faire un duo sur un virus dans les familles. Pendant qu'on s'installe, je vais me présenter. Moi, je suis donc Céline Tartarin. Je suis psychologue. Actuellement, je travaille pour l'association des PEP 18, mais j'ai débuté en 2000 en maison de retraite, puisque j'ai fait une formation qu'on appelait gérontopsychologue à cette époque. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on s'est intéressé de plus en plus à la santé mentale et psychique des résidents en EHPAD. Et c'est là les premiers postes de psychologue sont sortis à ce moment-là. Voilà, depuis maintenant, actuellement, je travaille pour l'association des PEP 18, où là, on est plutôt, on accueille plutôt des personnes en situation de handicap, avec déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés. Voilà, et actuellement, je suis plutôt sur un service ambulatoire qui accueille des enfants, le CESAN. Voilà. Donc, à mon tour de me présenter, donc, je m'appelle Kelly Graspaille, je suis également psychologue et je travaille au sein des PEP 18. Donc, je travaille exactement dans le même service, hein, donc en ambulatoire auprès d'une population plutôt jeune et qui présente un handicap intellectuel et notamment la déficience intellectuelle. Donc en parallèle de mon travail sur le CESAD, j'ai également commencé cette année un doctorat, donc je travaille plutôt sur les compétences sociales et sur l'inclusion sociale chez les personnes en situation de handicap intellectuel, toujours. Et puis je suis en cours de projet là, plutôt interassociatif avec les PEP de Seine-Maritime et l'Université de Rouen. Et donc on travaille sur les effets du confinement, sur la régulation émotionnelle chez des jeunes qui présentent une déficience intellectuelle. Alors on peut passer à la diapo suivante. Donc il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur le thème de la pandémie. Nous, on nous a demandé d'intervenir sur plutôt un virus dans les liens familiaux. On voit que le champ est pluridisciplinaire, avec notamment des recherches qui ont été faites en psychologie, en sociologie, en médecine, etc. Nous, on a choisi de présenter cette intervention dans la perspective qui est la nôtre, à savoir comment ça se passe au sein des établissements médico-sociaux et un petit peu avec notre point de vue de psychologue, forcément. Voilà, donc c'était le passage de la diaporama qui était assez animé. On peut passer à la suivante. Voilà, donc avant de préciser un petit peu comment ça se passe dans les établissements médico-sociaux, ça me semblait important qu'on s'accorde sur la définition du lien et qu'est-ce qu'on entend vraiment par le lien. Quand on s'intéresse à la définition du lien, on voit des termes génériques qui se déclinent plutôt sur la relation, la tâche. Il y a une espèce d'entrave entre plusieurs éléments, humains ou non humains d'ailleurs. Voilà, on peut passer à la diaporama suivante. On voit que très tôt, les psychologues se sont intéressés à la manière dont les humains interagissent entre eux. C'est le cas notamment dès le XXe siècle de Vallon, qui lui décrit l'humain comme un être social par nature. C'est-à-dire que dès la naissance, voilà, le bébé humain, il a besoin des autres pour survivre en fait. Les exemples qu'on peut donner, c'est par exemple, voilà, quand il a faim, quand il est en colère, il doit pleurer en fait pour que les autres puissent le voir. Bowlby, donc un autre auteur, lui précise la question de l'attachement en disant que on intègre tout ce qui est de l'ordre de ces interactions sous forme d'un modèle. Donc il parle de modèle interne opérant. Et donc c'est un modèle en fait qu'on va construire très précocement et qui vont conditionner un petit peu la façon, ou plutôt influencer la façon dont on va interagir plus tard avec les autres, etc. Voilà, je trouve qu'il y a une notion qui illustre bien ce phénomène, c'est la notion d'accordage affectif aussi, qui a été développée par un psychiatre, Stern, où il dit que voilà, ces modèles, ils s'intègrent notamment dans des petits jeux d'acteurs entre le parent et l'enfant. Donc par exemple, je prends le cas de l'allaitement. Pendant que l'enfant va être allaité, le parent va être peut-être silencieux. Quand le rythme de succion va diminuer, peut-être que le parent il va faire des caresses, parler à son enfant. Et donc on voit bien qu'il y a un jeu un petit peu sensoriel entre le parent et l'enfant. Voilà. Et puis pour terminer, donc, KS propose une définition du lien. Donc lui, il parle de réalité psychique inconsciente spécifique construite par la rencontre entre deux ou plusieurs sujets. Voilà pour le petit point théorique. Si on doit retenir deux idées principales de cette diaporama, il me semble que la première, c'est que à un moment donné du développement, on intègre un socle en fait de compétences qui nous permettent d'être en lien, et puis que ce lien, il est d'abord sensoriel par le toucher, etc. Et puis très vite, il devient représentationnel et inconscient. Voilà, alors maintenant qu'on vient de définir le lien, on peut se poser la question à savoir quelle influence le virus peut avoir sur ces liens. On peut avancer aux animations. Pour un petit point, donc,
la situation du Covid et les confinements qui ont suivi, ça fait effraction dans le quotidien de chacun. On a fait face notamment à la peur de la contamination, à la menace d'être soi-même ou les autres contaminés. Il y a eu une réduction drastique des contacts sociaux, même une modification, par exemple pour des enfants qui normalement construisent des liens sociaux à l'école, ils se retrouvent à faire les devoirs à la maison. Je pense que ça parle à quelques-uns d'entre vous. Et puis une incertitude face à l'avenir, voilà, de ne pas savoir comment ça va se passer, etc. Alors, quand on s'intéresse à la littérature, on s'aperçoit qu'il y a quelques études qui ont été faites sur justement les effets du confinement, suite à des épidémies antérieures. Donc là, en l'occurrence, il y a un auteur qui a fait une espèce d'analyse de plusieurs études relatives au virus H1N1 ou à Ebola. Et ce qui montre, avec notamment les confinements, c'est qu'on trouve des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles plus physiologiques tels que des troubles alimentaires ou des troubles du sommeil, et puis parfois même des syndromes de stress post-traumatique. Et ce qu'on relève aussi de cette expérience, c'est que le confinement a été fait sur des périodes très courtes, et déjà, on montrait que plus le confinement était long, plus sévères étaient les symptômes. Voilà, donc nous, on est venu se poser la question justement à savoir qu'en est-il pour les personnes qui sont accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux, et justement pour leurs accompagnants, alors qu'on peut avoir des difficultés, et puis que justement les visites peuvent être parfois rompues. Je vais laisser la parole à ma collègue pour la suite. Alors, diapo suivante. Bon, voilà, ça devait être animé finalement, vous avez tout. Alors du coup, on a retrouvé des études. Alors il y a peu d'études qui se sont attachées à décrire ce qu'avaient pu vivre les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, mais on a trouvé une étude qui fait état d'un niveau de stress et d'anxiété beaucoup plus important chez cette population, et majoré par l'incompréhension. D'où l'intérêt pour ces personnes de vraiment venir expliquer, trouver les moyens de communication qui vont permettre peut-être d'améliorer la compréhension, entre autres, de certaines mesures. C'est venu, alors, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, très rapidement, cette population, elle a été un peu stigmatisée, identifiée comme personne très à risque. Les résidents des différents établissements, les personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap ont tout de suite été ciblées comme personnes à risque. Alors du côté des familles, des accompagnants, on a aussi fait ressortir un niveau de stress plus élevé chez les parents d'enfants qui présentent une déficience intellectuelle, qui soit mineure ou majeure. L'idée, c'est l'inquiétude par rapport aux troubles et aux difficultés intellectuelles, par rapport à la déficience cognitive qui rajoutait ce niveau de stress chez les parents, et aussi le fait qu'ils se sont retrouvés à prendre des décisions par rapport à leurs enfants. On en reparlera après dans les témoignages qu'on a pu recueillir. Il a fallu prendre des décisions. Est-ce que je reprends mon enfant à domicile pendant cette période du confinement, ou est-ce que je décide de le laisser en établissement ? Et du côté du coup des établissements, que ce soit les maisons d'enfants, les EHPAD ou les établissements médico-sociaux, ils ont dû faire face aux annonces gouvernementales et mettre en place des mesures parfois assez drastiques et très rapidement. Alors du coup, on s'est intéressé à ce que chacun de ces trois acteurs-là vivait dans cette triangulation entre les résidents, les familles et puis les institutions. Comment ils ont vécu cette période. Suivant. Alors du coup, on est allé rencontrer l'équipe on a pu obtenir 3 témoignages. Celui de la direction du FAMAS. On a aussi pu recueillir un témoignage d'une maman de résidente, et on est allé rencontrer des résidents aussi de la Marpavie. Alors, pour commencer, l'équipe de direction du FAMAS. Alors, le FAMAS, c'est un établissement qui accueille une centaine de résidents.
avec une variété dans les profils des résidents assez importante. Ça va de 20 à... l'âge, en tout cas, c'est de 20 ans jusqu'à la fin de vie. La plupart des résidents présentent une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. Voilà, donc en ce qui concerne les annonces, ce que nous a dit cette équipe, c'est qu'il a fallu effectivement très rapidement informer les familles qu'il n'y aurait plus de possibilité de visiter les résidents pendant toute la période du confinement, qui dans un premier temps était prévue pour 1 mois, mais on savait que ça pouvait être renouvelé. Donc ils ont dû appeler les familles une par une et proposer, voilà, soit de reprendre leurs proches à domicile, soit de décider de les laisser en institution sans la moindre visite pendant cette période. Il a fallu aussi, du coup, alors il y a un espace qui s'appelle le Forum, qui est le lieu de vie, on va dire, de cette structure, où se passent la plupart des animations, où les résidents se rencontrent. C'est un lieu qui, en temps normal, est très animé. Il a fallu, alors sans interdire complètement, mais en tout cas inciter les résidents à rester dans leurs unités. Et du coup, il y a eu une absence totale de liens sociaux avec les partenaires extérieurs qui habituellement interviennent très régulièrement dans l'établissement. Il y a même des professionnels de santé qui, pendant cette période, ne sont pas intervenus, des kinés, a priori. Voilà. Alors, au niveau du vécu, ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'il y avait quelques résidents qui se sont montrés très perturbés de ne plus voir leur famille, des résidents et des familles qui étaient en pleurs, mais aussi des résidents qui ont eu très peur parce qu'ils étaient à risque et qu'ils avaient peur de ce virus. Mais globalement, ce qui a frappé l'équipe, c'est que c'est la capacité à la fois de compréhension et d'adaptation finalement à ces différentes mesures. Ils ont trouvé que finalement, ça s'était pas si mal passé de ce point de vue-là. Alors rapidement, il y a eu des visios qui ont été mises en place pour maintenir les liens, parce que l'idée c'était ça, comment on va pouvoir maintenir le lien avec ses proches, sachant que ce lien, il ne sera pas physique, il fallait trouver d'autres modalités. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que d'après l'équipe, en tout cas, ils étaient tous d'accord pour dire que le deuxième confinement a été beaucoup plus difficile à vivre pour eux que le premier, alors que lors du deuxième confinement, les visites étaient autorisées en chambre. Ce qui a été difficile, c'est que sur la première période, il n'y avait pas eu de personnes malades. Lors du deuxième confinement, sur 100 résidents, il y a 70 résidents qui ont été touchés, qui ont été malades. Et en fin 2020, il y a eu 7 décès dans l'institution, dont un seul lié directement au Covid. Mais c'est un établissement dans lequel, habituellement, il y a 1 à 2 décès par an. Là, ils ont été confrontés à 7 décès. Et là, l'équipe vraiment s'accorde pour dire que, selon eux, il s'agissait vraiment de syndrome de glissement, de résidents qui étaient évidemment, qui avaient une santé fragile, mais qui, du fait de ne plus avoir... Alors, pas forcément les visites, c'est pas forcément les visites avec les familles, mais c'est l'absence de liens sociaux, l'absence d'interaction avec l'extérieur, l'absence de vie dans les espaces de vie communs. Voilà. Selon eux, c'est ça qui, en tout cas, était plus perturbant que l'absence de lien direct avec leurs proches. Alors ensuite, on est allé, j'ai pu m'entretenir avec la maman de Marie, Madame R. Donc Marie, c'est une adulte de 28 ans qui est porteuse d'un syndrome de Rett. Donc c'est une pathologie qui fait que Marie n'a pas accès au langage. Donc la communication pour elle passe essentiellement par le regard, le toucher. C'est une jeune personne très expressive. Donc la maman est revenue, m'a parlé de ce moment de l'annonce là, gouvernementale, ce coup de téléphone dont elle se souvient comme si c'était hier, d'un membre de la direction qui lui a dit voilà, on vous demande de décider soit de reprendre Marie chez vous, soit de la laisser pour toute la durée du confinement. Et donc là, ce sont vraiment ses propos. Elle m'a dit: j'ai respiré un bon coup et j'ai dit non, elle reste, je ne pouvais pas. Je l'accueille déjà un week-end sur 2, c'est très difficile à la maison. C'était inenvisageable de la prendre pour une durée plus importante. Alors là, c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti, c'est vraiment
cette culpabilité de devoir prendre cette décision à ce moment-là, ça vient réactiver la culpabilité un peu initiale d'un parent qui doit prendre la décision de mettre son enfant en institution, de la même manière qu'un enfant qui prend la décision de mettre son parent en maison de retraite. Là, il a fallu à nouveau reprendre la décision en tout cas être confronté encore au fait qu'on n'était pas en capacité de l'accueillir. Alors très rapidement, il y a eu des propositions de visio. Dans un premier temps, Madame R a refusé parce qu'elle avait peur de craquer. Elle me disait, je ne sais pas comment je vais vivre ça. Donc au départ, l'équipe lui envoyait des photos de sa fille. Et elle m'explique qu'au fil des semaines, elle avait vraiment le sentiment que sa fille, sur l'expression du visage, était moins joyeuse au fil des semaines, etc. Donc elle a fini par accepter la visio. Du coup, la première s'est plutôt bien passée, mais elle explique que Marie était complètement perdue devant cet écran, puisque ce n'était pas un mode de communication habituel. Et ce qu'elle n'avait pas mesuré et qui a été très difficile à vivre pour Madame, c'est que du coup, des personnes allaient entrer dans son intimité. Elle m'a dit, ça m'a énormément dérangé le fait que l'équipe soignante soit là, finalement, témoin du lien justement que j'ai avec ma fille, et voilà, de ne pas pouvoir partager ça uniquement avec sa fille. Il y a eu aussi à un moment donné des propositions de visite, mais sans contact, ce qu'elle a refusé puisque ce n'était pas adapté. En tout cas, au niveau de son vécu, elle exprime un vécu très douloureux, à la fois pour elle et pour sa fille. Elle m'a dit « J'étais prête à casser les murs, on m'a privée de mon enfant ». Alors, elle a quand même été très rassurée par la présence de l'équipe auprès de sa fille et par le fait que la direction communiquait quand même beaucoup autour des mesures. Enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup de liens. Et alors, quand je l'ai questionnée sur aujourd'hui, comment ça se passe, maintenant que les choses sont rentrées à peu près dans l'ordre et que Marie a pu reprendre les visites chez sa maman tous les 15 jours, la question du lien, ce lien, comment ça se vit maintenant. Et spontanément, elle m'a répondu, ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé, puisque c'est ce que disait Kaïlik tout à l'heure, finalement, le lien, c'est plus une représentation psychique et c'est pas le lien, il ne vit pas parce que ça ne se traduit pas à travers des visites physiques, quoi. Donc, en tout cas, elle était formelle sur le fait que le lien, en tout cas, entre elle et sa fille n'a pas été impacté. Voilà. Et puis, on va vous parler de Agnès et Thierry. Alors, je reprends la parole pour vous apporter le témoignage de résidents. Dans très peu de temps. Alors, donc on a été rencontrer Agnès et Thierry qui sont résidents à la Marpavie. Alors la Marpavie, c'est une structure au sein des PEP 18. C'est une maison d'accueil rurale pour personnes vieillissantes qui présentent un handicap. Voilà. Donc il y a 17 résidents dans cette structure de plus de 50 ans. Et l'objectif principal, c'est de promouvoir l'autonomie. Voilà, où il y a des logements plutôt individualisés sur place. Alors au niveau des annonces gouvernementales, je ne vais pas m'étendre parce que globalement ça s'est manifesté de la même manière dans de nombreux établissements, c'est-à-dire la réduction des visites de la famille, l'absence de lien social, peut-être des habitudes qui ont été bouleversées où on ne pouvait plus aller faire les courses, prendre le bus et aller faire ses courses au marché d'à côté. Voilà, où les marches qui nous faisaient du bien, c'était un petit peu plus réduit. Donc je vais passer au vécu directement. Et la diapo suivante. Ah oui, non, c'est bon. C'était celle d'avant. Alors, quand on interroge un petit peu les résidents sur ce qu'ils ont pu vivre, la première chose qu'ils disent, c'est « on a eu peur ». Voilà, c'est leur mot. On a eu peur d'être contaminés, de se contaminer entre nous. Et ça fait un petit peu le lien avec ce qu'on a dit plus tôt, où les politiques font en sorte de mettre la santé, dans leurs préoccupations principales. On se demande, de cet ordre-là, qu'est-ce que ça peut venir stigmatiser? À ce moment-là, on en parlait aussi tout à l'heure. Voilà. La deuxième chose, c'est que ces sorties-là, c'était pour eux une manière de
de gestion de colère et d'anxiété. Donc voilà, hein, ce que Thierry peut nous dire, c'est on pétait les plombs. Moi, je faisais des marches, ça me faisait du bien. Et puis là, je pouvais plus. Voilà, c'est revenu beaucoup. Hein, on pouvait pas sortir, etc. Une autre idée qui a été ramenée, c'est que c'était un sujet qui était assez tu entre les résidents. Donc là où on s'attend justement à ce que peut-être il y ait un lien social préservé en fait entre les résidents, finalement ça a été complètement dans leur discours, on voit que ça a été complètement rompu. Et puis la contamination, le virus, etc. Ils n'en ont pas du tout parlé entre eux. Voilà. À l'inverse, le lien et la communication étaient très importants au niveau de l'équipe, alors pas soignante parce qu'il n'y a pas que des soignants, mais plutôt encadrante. Donc il s'agissait aussi bien de maîtresses de maison, d'aides médico-psychologiques et puis d'éducateurs. Ça a vraiment été un levier en fait, hein, pour leur permettre de répondre notamment aux besoins d'information. Donc ils pouvaient davantage mettre du sens aux décisions. Donc pourquoi la vaccination, pourquoi on ne voyait pas les autres. Et puis ça a été vraiment, si je reprends ma première diapo, presque une figure d'attachement principale pendant cette période en tout cas, où ils disent ça venait vraiment parler avec l'équipe, c'était vraiment rassurant pour nous. Et puis peut-être un peu de communication à l'extérieur, où ils disaient que quand c'était un peu trop compliqué, ils ont pu demander à l'équipe soignante de parler avec un psychologue au téléphone, ce qui a pu être mis en place à ce moment-là. Voilà ce que j'ai à dire pour leur témoignage. J'ai oublié. Oui, donc oui, effectivement, ce que je disais, c'est que le fait d'avoir un petit lien avec l'extérieur comme ça, c'était vraiment un atout. Et du coup, le lien a pu être possible par téléphone et par visio, hein, justement, avec les familles. Et donc là, dans notre cas, ici, on voit bien que ça a été une ressource. Ce qui nous fait dire qu'en fait, le vécu en soi du confinement, ils ont trouvé ça long, mais le vécu, dans leur discours du moins, reflétait pas de vécu traumatique. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue pour début de conclusion. Voilà, suivante. Alors pour conclure, hein, c'est finalement ce qu'on peut dire, en tout cas nous c'est ce qu'on s'est dit, c'est notre réflexion, on pourra échanger après selon le vécu de chacun, mais en tout cas nous, ce qui nous a semblé important, en tout cas c'est pas l'absence de visite qui peut altérer le lien qui unit les membres d'une famille, alors à condition que ce lien soit solide, évidemment. C'est quelque chose qui est ancré. Par contre, ce qui est beaucoup ressorti, c'est quand même l'importance de maintenir ces liens, alors quelle que soit la forme. On verra après quels sont les leviers justement par rapport à ça. Et ce qui est ressorti très fortement aussi au travers de ces entretiens, c'est finalement l'absence de vie sociale, l'arrêt de toute activité qui a été le plus mal vécu par les résidents. Parce que le lien avec les familles